Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre ici pour les de l'immobilier. Et merci à toutes les personnes qui sont connectées. 100 personnes qui sont connectées sur Internet. Je voulais remercier Pascal. Et Pascal, on va te céder la parole. On va te demander qui es-tu. Je sais que tu es passé sur M6. Je sais que tu as une longue carrière dans le monde du diagnostic. Mais est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ton parcours, s'il te plaît? Moi, en fait, je suis thermicien à la base. J'ai fait un IUT, puis un génie thermique, et puis après une spécialisation à Paris au CNAM. J'ai travaillé 15 ans dans des sociétés. Ensuite, je me suis mis à mon compte. Et en 2006, je ziotais sur le projet DPE. Et quand le texte est sorti, 10 jours après, j'étais sur le terrain pour faire mon premier DPE. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc voilà, c'est un petit peu... alors c'est un petit peu même ma passion, mais c'est un petit peu en même temps facile pour moi quand voilà quand on a le bagage thermicien qu'on a relativement peu besoin dans le domaine du DPE. C'est la complexité de faire un événement en direct dans une salle et puis avec des gens qui sont dans la cuisine, à la mangerie, je sais pas, ils sont chez eux. Et je pense que chacun peut connaître Pascal Clerc. Je pense que Pascal Clerc, c'est une référence sur les réseaux sociaux. Il a des groupes sur Facebook, notamment sur les diagnostiqueurs, de 15-16 000 personnes. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans les grandes lignes, là, ce qu'on va voir, la présentation que je t'ai envoyée, il y a 4 grandes catégories de façons pour arriver à gagner une lettre. Alors, gagner des kilowattheures dans tous les cas, gagner une lettre dans la plupart des cas. On va voir qu'il y a 3 grandes méthodes qui sont, elles, qui coûtent vraiment 0 €. On va les voir dans le détail, même si ça peut paraître étonnant. Et puis, la dernière, qui est en fait la plus riche, la plus intéressante, qui coûte là quelques centaines ou quelques milliers d'euros, mais sans entrer dans des gros travaux. Je vous parlerai pas de grosses pompes à chaleur, d'isolation extérieure ou de choses comme ça. L'idée, c'est d'exploiter toutes les petites ficelles, on va dire les petits gains de quelques pourcentages dans chaque catégorie de postes déperditifs d'un DPE pour arriver à gagner une classe. Alors évidemment, ça marchera lorsqu'on est on va dire au plus au milieu d'une classe, mais dans tous les cas dans la première tranche d'une classe. Une classe, ça va par exemple pour la classe F, de 330 à 420, donc c'est 90 kWh. Si vous êtes dans les 40 premiers kWh, il y a une possibilité de gagner avec des petits ajustements qui sont ou pas coûteux ou peu coûteux. Par contre, c'est clair que si vous êtes en fin de classe, ce sera difficile de gagner une classe complète, mais vous verrez qu'il y a un des cas où ça peut arriver. J'espère que vous m'entendez là-bas. Bon, donc ça c'est un premier postulat. Je serais tenté de dire que on va continuer distiller comme ça des bonnes astuces, des choses qui vont forcément coûter très cher, mais des choses qui peuvent faire la différence. Donc, alors. Là, je vous parle d'un cas concret qui m'est arrivé il y a quelques semaines de ça, juste avant que tu me consultes pour l'idée du webinaire. Et c'est vrai que j'avais encore jamais rencontré ce cas de figure, mais ça m'a fait réfléchir et puis c'était une occasion de le développer. Je fais dans cet immeuble un appartement traversant qui est sur la partie gauche du 2e étage, donc 2e étage sur 3. Donc qui en gros a 3 façades déperditives, celle qu'on voit sur l'image de devant qui donne sur le boulevard, celle sur le côté, où il y avait apparemment un immeuble il n'y a pas très longtemps sur la partie basse, et puis la partie arrière. Cette cliente était en F de mémoire. Voilà, c'était ça, 356. Et en fait, elle aurait voulu éviter d'avoir l'épée de Damoclès à moyen terme. Et en fait, c'est ce qui va arriver sans rien faire. C'est pour ça que le thème s'intitule « Quand le temps est votre allié ». Et on va voir qu'on peut aussi des fois lui donner un coup de pouce. Dans ce cas-là, elle avait on va dire un tiers, même plus qu'un tiers des murs déperditifs étaient sur cette ancienne partie qui donnait principalement sur l'extérieur. Il se trouve qu'ils ont détruit le petit immeuble qui est à côté pour en faire un plus grand, et que donc, d'ici moins d'1 an, elle aura un immeuble qui sera sur sa façade nord et qui va lui réduire d'environ un tiers ses déperditions. Dans son cas, à elle, alors 327, il y a une petite erreur sur le slide là, elle était en limite de classe, elle était à 356,
en classe F. Et du coup, bah, voilà, en attendant quelques mois, un de ces quatre, elle sera 327 en classe E, et non pas F comme c'est écrit ici, puisque l'immeuble a été construit et en fait, sa façade nord deviendra non additive. Alors ça, c'est un cas pratique. Après, il peut y avoir d'autres cas du même genre où en fait, une partie des déperditions va ou s'atténuer ou se supprimer à cause de l'aménagement de pièces sur lesquelles actuellement les parois perdent de la chaleur. Ça peut être le cas si vous donnez sous un comble avec en général plus de 30% de pertes par le toit et puis que ce comble est acheté par un investisseur et puis qu'il l'aménage en appartement. Ou alors, si vous-même, vous décidez d'acheter le comble et de l'aménager en appartement, ça peut être le cas aussi. Ça peut être le cas d'une façon un peu moindre, parce qu'on a moins de déperditions par les planchers bas, mais si vous êtes en premier étage sur un rez-de-chaussée avec des locaux tertiaires qui sont transformés en appartements, quand on est sur des locaux tertiaires, en grosso modo, on perd 20% par rapport à si c'était à l'extérieur. Si on est sur des locaux d'habitation, il y a plus de 20%, il y a zéro perte. Et puis, il y a un cas un peu, là où c'est plus la nature des locaux, mais c'est des changements de réglementation et puis de réseau de chaleur. Intéressant, oui, je veux pas te couper, hein, mais bon, on a le format des conférences qui pensent, il est assez clair. En fait, on discute pendant une demi-heure, donc on a quelques slides à vous présenter, et puis après, on va faire interagir le public ici à Metz et aussi ceux qui sont en ligne. Donc, je voudrais qu'on puisse avancer, si tu es d'accord, Pascal, parce que sinon, on n'arrivera jamais dans les temps. Je crois que l'heure déjà tourne, il est presque déjà moins 20. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des petites surfaces, s'il te plaît? Voilà. Alors, les petites surfaces, la plupart sont au courant parmi vous. Par contre, certains ne sont pas encore. Je vois sur des forums quelquefois des gens qui posent des questions en disant oui, j'ai un petit appartement, il paraît que les étiquettes ont changé. Le principe, c'est qu'il y a un arrêté qui est sorti le 25 mars, applicable au 1er juillet de cette année, donc il y a quelques mois seulement, il y a 2 mois et quelques, qui en fait vient modifier les seuils. Jusqu'à présent, jusqu'au 1er juillet, les seuils étaient fixes. Voilà, la classe A allait de tel à tel coefficient, la classe B, etc. Et depuis le 1er juillet, en dessous de 40 mètres carrés, et uniquement en dessous de 40 mètres carrés, le slide d'après vous dira comment faire. On va sur un site qui nous donne une nouvelle étiquette, c'est-à-dire que le classement en dessous de 40 mètres carrés, il est inversement proportionnel à la surface. C'est-à-dire plus votre appartement est petit, plus les seuils des étiquettes vont augmenter. Et du coup, mieux vous serez classé. C'est important. Le principe, c'est l'observatoire du DPE avec l'ADEME, il y a beaucoup d'informations. Je vous encourage à aller voir dessus, trouver ce que vous cherchez, mais vous allez être surpris. Ça va vous donner plein d'infos. Le site sur lequel il faut aller, quand vous avez un DPE d'une petite surface, pour vérifier si vous avez un changement de catégorie, c'est d'aller sur ce site qui est marqué là, l'Observatoire du DPE et de l'audit. C'est un site gouvernemental fait par l'ADEME. Vous rentrez en partie basse ici, là, dans la deuxième case qu'on voit dans la partie bleue, votre numéro ADEME que vous trouvez sur votre DPE en haut à droite de la première page. Et en fait, quand vous allez rentrer votre numéro là, vous cliquez vérifier. Et ça va vous donner, si c'est le cas, le nouveau classement de votre DPE. Si ce n'est pas le cas, ça vous marquera votre classement est inchangé. Si jamais c'est alors si on peut aller à la page suivante. Voilà. Si vous avez un gain de classe, vous aurez cette attestation-là qui vient remplacer votre classement de votre DPE actuel. C'est-à-dire que vous n'avez pas à appeler le confrère ou la consoeur qui a fait le DPE. Ce document-là, il est à joindre avec au notaire, aux agents immobiliers, et en fait, vous avez un nouveau classement. Donc, on va dire qu'à peu près, par rapport à mes ratios, et c'est le reflet aussi de l'ensemble des DPE en France, c'est environ 15% des DPE qui changent de classe. Donc, ils ne peuvent pas être dégradés, ils ne peuvent que s'améliorer. Donc voilà, alors c'est pas une astuce, vous n'avez rien à faire, c'est juste à aller voir pour vérifier si votre DPE a été amélioré grâce à ça. Ça va être souvent le cas, comme pareil, quand vous êtes en début de classement. Creuser le sujet. J'ai pas entendu. Continue alors, la slide suivante. On n'entend pas, Olivier. Ouais. Le troisième cas, alors là, c'est pareil, vous n'avez rien à faire de votre côté.
c'est simplement à vérifier comment a été fait votre DPE, soit pour le faire refaire par celui qui l'a fait, si jamais il y a trop d'inconnus, on va voir dans le détail un petit peu, soit le faire par quelqu'un d'autre, mais ce serait mieux de le faire par celui qui l'a fait initialement. En gros, j'ai un confrère que j'ai été formé sur Rouen, là, ainsi que pas mal de membres de son équipe, qui a fait une vidéo sur YouTube qu'il a partagée, que vous retrouverez aussi sur mon groupe Facebook sur le DPE, qui s'appelle Tout sur le DPE, la DPE en G, DPE en F, il y a des solutions, où en fait il explique sur un cas concret, poste par poste, qu'est-ce qu'il en est du classement d'un DPE selon la façon de le faire. En clair, vous faites un DPE que vous ne payez pas cher, forcément l'intervenant va essayer de sortir son épingle du jeu et de faire ça le plus vite possible, chose qu'on a le droit de faire, bien évidemment, hein, en méthode, on va dire, par défaut, c'est-à-dire que les isolations, la présence des isolants, l'épaisseur des isolants, enfin en tout cas la résistance thermique, elle est affectée par rapport à l'année de construction. Ça, c'est le premier cas basique qui va vite. Et puis, vous avez le cas où on cherche à aller un peu plus loin, à trouver des épaisseurs et puis à être plus certain des années. Et puis, le cas qu'il a appelé ici investigation approfondie destructive. Alors, je mets un bémol là-dessus, c'est pas destructif. Destructif, c'est quand il y a une réparation derrière. Il n'y a pas de réparation, on casse rien. Mais on peut gagner une classe simplement en faisant des PE de façon plus poussée. Bien évidemment, ça va prendre jusqu'à 2 fois le temps qu'on pourrait faire à faire un DPE classique, voire 3 fois. D'accord. Pascal, tu peux nous éclairer sur les grosses différences entre les valeurs par défaut ou l'investigation approfondie? Est-ce que ça change concrètement? Dans le cas classique où on faisait précédemment là, avec les 3 étiquettes, où on faisait une méthode par défaut, on avait sur un bien donné une étiquette à 325 en classe E. En faisant un peu plus d'investigation, on tombait à 225. Et en allant encore plus loin, on tombait à 209. Vous voyez, 209, 325, il y avait, on va dire, un tiers, 30% de la note qu'on pouvait gagner simplement par une méthode qui nécessite plus de temps, donc en général qui est un peu plus coûteuse. Donc attention, quand vous soyez en location ou en vente, je dirais le DPE, c'est quelques dizaines ou centaines d'euros. On va dire c'est entre 100 et 200, mais voilà, pour quelques dizaines d'euros de plus, avoir un bon classement, pour moi, ce ne serait pas une économie sur laquelle il faut lésiner, quoi. Tout à l'heure, Olivier demandait des exemples. J'en ai mis un ici, là, par exemple, sur les critères qui ont le plus d'incidence. L'année de construction, c'est souvent quelque chose qui est un peu banalisé. On lui dit de quelle année est votre bien. Le client répond et puis le client prend pour argent comptant. Attention, chaque fois qu'on va changer d'année, alors je vous ai mis ici les années qui ont de l'incidence. Est-ce que c'est avant ou après 48? Là, ça a beaucoup d'incidence. Est-ce que c'est 74 ou 75? Là, ça a beaucoup d'incidence. En fait, à chaque fois que vous preniez, chaque fois qu'il y a une réglementation thermique qui est arrivée, 74, en 82, en 2000, etc., vous avez des écarts si jamais l'opérateur a pris les valeurs par défaut pour l'isolation des murs ou des parois. Quand je dis des murs, c'est les murs, les plafonds, les planchers. Après, il y a le type de chaudière. Le truc tout simple, quelqu'un qui a vendu son DPE au rabais, il voit une chaudière, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas trop, il n'a pas besoin de chercher, il va mettre chaudière classique, c'est-à-dire une chaudière ancienne. Il peut y avoir jusqu'à 20-25% d'écart avec une chaudière condensation, si jamais il n'a pas détecté que c'en était une. Il faut savoir qu'il y a des chaudières déjà dans les années 2000 qui étaient à condensation. Donc là, c'est vrai que démonter la chaudière, démonter le panneau avant pour aller chercher l'étiquette, pas toujours visible, vous comptez 10-15 minutes de plus. Donc voilà, c'est tout un tas de détails comme ça. Ensuite, un point qui prend du temps aussi, c'est la présence et la caractérisation de l'isolation. Exemple typique, hier, je fais un immeuble, 4 logements en montagne. J'ai passé 1 heure à essayer de trouver comment étaient isolés les murs intérieurs. C'était pour aller sur des travaux avec des aides derrière, il ne fallait pas se tromper sur l'isolation. Précédemment, le confrère avait mis un type d'isolation qui était erroné. En fait, il avait mis 10 intérieurs et en fait, il y avait 5 intérieurs, 5 extérieurs. Une isolation double dans le bardage bois, etc. Mais l'intérieur m'a donné du fil à retordre parce que je voulais absolument être sûr et j'arrivais pas à trouver de prise qui se démontait ou de trou suffisamment où je pouvais mettre une sonde dedans.
Donc j'ai fini par trouver en bougeant un meuble, en trouvant le traversé de câble télévision qui lui qui avait du jeu autour, et là j'ai pu voir ce qu'il y avait comme isolation. Mais ça m'a pris sur un immeuble de 4 appartements avant de trouver qu'il y avait derrière un gros bahut une traversée d'antenne. Voilà, j'arrivais pas à trouver là. Voilà. Après il y a le type de caractérisation de la VMC. Tout ça c'est tous des éléments qui peuvent à faire gagner, on va dire sur leur propre poste, environ 30%. Alors, la détention, c'est sur le général. La chaudière, c'est sur le poste de chauffage. Tu peux nous en dire un mot? Alors, l'isolation renforcée, c'est ça quelque chose qu'on peut voir soi-même. En particulier, ou un agent immobilier, ou un professionnel de l'IMO, vous prenez un briquet, vous vous approchez d'un vitrage. Quand vous voyez 4 flammes, quand vous vous mettez à 45 degrés du reflet de la paroi vitrée, vous avez 4 flammes. S'il y en a une qui a un reflet qui est différent, la deuxième ou la troisième, qui a un reflet ou foncé ou clair plus que les autres, ou bien un peu violacé ou rose ou vert ou bleu, vous avez un dépôt d'oxyde métallique dans le double vitrage qui va vous diviser la perte par 2. Si jamais votre double vitrage dans votre DPE, il marque pas isolation renforcée, ça veut dire que le confrère l'a oublié. Soit il sait pas, soit il a le daltonisme des nuances. J'ai rencontré mon contrôleur au bras d'un confrère qui avait ça, qui me soutenait mon écus, qui n'avait pas de filtre. C'était évident qu'il avait une flamme très rose et il avait un souci de vision. Donc il n'était pas au courant, alors qu'il avait 45 ans. Voilà. Les autres critères. L'isolation des planchers. Là, il aurait fallu que je vous montre, mais comme on est limité dans le temps, il y a au moins une quinzaine de types de planchers différents dans nos algorithmes. Et par exemple, dans les planchers bois, vous avez les planchers sous solive bois, sur solive bois, entre solive bois, entre solive avec remplissage. Tous ces détails, voilà, le jour où vous avez un plancher bois, pour arriver à savoir quel type vous avez, si vous voulez être sûr, il faut déjà aller en haut, de part et d'autre du plancher. Après, est-ce qu'il a un remplissage ou pas? Pour le déterminer, il faut peut-être essayer de lever une planche ou de trouver un orifice. Ça, c'est pareil. Vous avez peut-être 20% d'écart entre chaque type de plancher. L'isolation de la distribution, alors là, on touche un domaine un peu spécial. Autant pour l'eau chaude sanitaire, on en verra après de façon chiffrée, c'est un poste, c'est la non-isolation de la distribution d'eau chaude sanitaire quand elle est collective, elle est catastrophique. On en parlera avec des chiffres tout à l'heure. La distribution du chauffage, elle, est-ce qu'elle est isolée ou pas? Ça veut dire qu'il faut aller voir en sous-sol ou bien là où il y a la chaudière. C'est pareil, si vous avez vendu votre DPE, on va dire moins de 100 balles, le gars va pas aller chercher au sous-sol s'il y a une isolation ou dans les gaines techniques. Il va marquer que c'est pas isolé par défaut et puis voilà. La régulation, alors là c'est pareil, c'est un petit peu un flou des textes. On ne nous dit pas de quelle régulation on parle dans l'arrêté algorithme. Et donc souvent, moi je vois des DPE où le confrère a marqué une chaudière sans régulation. Alors que la plupart des chaudières ont une régulation, et pas forcément sur la température extérieure, elle peut être une régulation interne qui va réguler une température de départ ou de retour. Souvent c'est du retour, mais c'est une régulation. Et en cochant pas cette case, on perd peut-être 5-6 pourcentages du poste chauffage et du poste CS si jamais il y a la même problématique sur l'eau chaude sanitaire. Je me permets d'intervenir parce qu'on a des auditeurs qui interviennent également. Donc, au-delà de 40 mètres carrés, la question se pose, OK, sur les petites surfaces, on peut faire bouger potentiellement le DPE, mais on constate que ça ne fonctionne pas sur les petites surfaces en G. Qu'en est-il également des grandes surfaces? Qu'est-ce qui est possible pour des professionnels de l'immobilier qui n'ont pas vos compétences techniques pour poser les bonnes questions auprès d'un diagnostiqueur ou bien conseiller les acquéreurs ou les vendeurs? Alors, il peut y avoir des changements des DPE petites surfaces qui sont en G, qui peuvent passer en F. Parce que je prends l'exemple, là j'ai la grille sous les yeux. La classe normale du G, on passe de F en G à 420. Si on a un 12 mètres carrés, on passe de F à G aux alentours des 600 et quelques. Donc c'est clair que voilà, il y a eu les petites surfaces, dès qu'on est en dessous, on va dire de 15 mètres carrés, il y a des changements, et même des 15 G. Après, pour ce qui est en dessous des 40 mètres carrés, c'est clair qu'il n'y a pas de changement. Si vous êtes en G, la seule solution, ce sera ou de revoir votre DPE pour voir s'il y a beaucoup de valeurs par défaut. Si c'est le cas,
quand vous avez à chaque fois, on doit caractériser la donnée d'entrée, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a relevée nous-mêmes ou est-ce qu'elle est par défaut. S'il y a beaucoup par défaut, vous avez probablement un gain possible à refaire faire le DPE par qui de droit en essayant de passer du temps et de chercher la vraie caractérisation des isolants et puis des systèmes. Plus que 2 slides, je séparais l'enveloppe et puis les systèmes. Donc l'enveloppe, c'est le sol, mur, plafond, la ventilation, la ventilation, elle est plutôt dans le système. Et les systèmes, c'est tout ce qui est procédé de chauffage, le générateur de chauffage et puis les émetteurs. Pour l'enveloppe, là, je vous ai pris certains exemples de gains pour pas très cher. Quand on a des murs pas isolés, alors je vais prendre dans l'ordre plutôt, quand on a toujours des ponts thermiques, quel que soit le type d'isolation, à part quand on a des structures légères en bois, on a toujours des ponts thermiques. Ces ponts thermiques, on peut les réduire de façon importante selon si l'isolation elle est continue. Je m'explique. Quand vous avez un mur qui a une isolation intérieure, si votre plafond il a une isolation qui est extérieure, vous aurez un pont thermique relativement important parce que il y aura un flux de chaleur qui va passer par l'angle qui est fait entre le mur et le plafond, où là il y a une discontinuité de l'isolation. Si jamais vous mettez une isolation intérieure, c'est-à-dire sous le plafond, et là vous avez une continuité de l'isolation et du coup de pont thermique qui peut être divisé par 4. Alors, attention, par 4. Par 4 par rapport à là j'ai mis un exemple, par rapport à 10 si jamais il y a une isolation extérieure, et 4 par rapport à un plancher qui ne serait pas isolé. Je passe sur les murs, alors ça c'est le plus important je pense. Quand vous avez quelques kilowattheures à gagner, sachez qu'on n'est pas obligé d'isoler un mur avec 10 cm ou 12 cm et d'être conforme à la réglementation thermique des bâtiments existants. En mettant 2 cm d'isolant sur un mur qui n'est pas isolé, retenez ça, c'est facile à retenir, 2 cm, vous divisez par 2 la perte du mur. Donc si vous avez 35% dans votre DPE de perte par les murs, ça vous le trouvez sur le tableau qui est à la page 2 de répartition des pertes. On peut diviser par 2 les pertes murales en mettant 2 cm d'isolant si jamais il n'y en a pas. Ensuite, un cas un peu plus complexe, vous avez un logement qui donne sur des combles. Le plafond du logement n'est pas isolé sur les combles. Par contre, les combles sont isolés. Eh bien, si jamais vous faites un calcul dans les règles du DPE, vous diviseriez par 4 la perte par le poids, simplement en prenant la laine de verre ou l'isolant qui est sur les rampants, si jamais vous n'utilisez pas vos combles, et en le mettant au sol. Donc ça c'est dû à la méthode de calcul. Le cas quand vous avez des bâtiments, on va dire avant 82, avec des déperditions sur des parties communes. Alors je dis avant 82 parce que les parties communes avant, c'est assez rare qu'elles soient isolées sur l'extérieur. Si jamais, donc tant que vous avez des parties communes non chauffées, vous avez des pertes sur ces parties communes. Si jamais vous avez des radiateurs sur ces parties communes, peu importe la puissance des radiateurs et là où ils sont, si ça communique et que vous avez des parties communes chauffées, vous allez purement simplement supprimer les pertes sur ces locaux non chauffés. Les menuiseries, alors souvent les gens croient que parce que c'est un survitrage, c'est pas une bonne qualité. En fait, en mettant un survitrage, on dégrade de très peu la note par rapport à un double vitrage. Donc vous perdez que 10%. Donc voilà. Allez pas forcément sur un changement de menuiserie. Si vous avez des bonnes menuiseries avec des joints et que vous pouvez changer uniquement le double vitrage, vous pouvez y aller. Vous allez faire un gain assez important. Un point à retenir, parce que vous avez plus que quelques mois pour le mettre en œuvre, c'est le premier cas. Un truc tout bête, vous gagnez jusqu'à 11% du poste chauffage en mettant, par rapport à des émetteurs classiques, je prends des vieux radiateurs électriques, en mettant des radiateurs performants avec une régulation une programmation régulée. Actuellement, depuis quelques mois, il y a une aide de l'État qui fait que ça, en général, ça vous coûte 0 €. Vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai marqué ici, là, écologie.gouv.fr. C'est le coup de pouce pilotage ou bien thermostat connecté. Il y a une prise en charge de l'État de quasiment 100% jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça date de quelques mois. Ça va durer moins d'1 an. Après, ça n'existera plus. Et puis, un jour, je pense qu'on aura des amendes si on n'est pas régulé. Donc profitez-en, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez vous faire payer des thermostats connectés gratuitement par l'État pour une fois que ça existe. La ventilation, alors
on n'est pas toujours coincé en ventilation. Il y a ces systèmes qui sont des systèmes monoblocs. En gros, vous avez une céramique dans une traversée de conduit. Vous avez des fournisseurs qui vous vendent ces packs-là. Vous mettez deux kits comme ça. Un kit va, pendant un moment, souffler de l'air froid qui viendra de dehors, et l'autre va extraire l'air froid, l'air chaud qui est à l'intérieur. Quand il extrait, il chauffe une céramique. Quand il change de sens de ventilation, eh ben, l'air froid traverse la céramique chauffée, et c'est une double flux décentralisée. Ça vaut dans les 500 à 900 € unitaires. Vous en mettez deux, vous avez une double flux, et dans les régions froides, ça vaut le coup. On peut gagner jusqu'à 30% du poste ventilation avec ce système-là. Le ballon d'eau chaude, là c'est sur poste eau chaude sanitaire uniquement. Si vous optimisez votre ballon d'eau chaude, et les ballons d'eau chaude NF 3 étoiles, ce sont les meilleurs, pas forcément les plus chers, notamment la marque Ariston, Chafoto et Mori, ils font des chauffe-eau à 500 € à peu près, quand d'autres sont à 1000 €. Retenez Ariston, Chafoto, NF 3 étoiles, vous gagnez 20% de votre poste eau chaude sanitaire en passant d'un vieux Cumulus de 200 litres à 150 litres NF 3 étoiles. Tout à l'heure, je vous ai dit le summum en chauffage collectif, en eau chaude collective, quand vous êtes en appartement. Si votre distribution d'eau chaude elle n'est pas isolée, le rendement il est de 28%. Ça veut dire 72% de perte. Vous passez avec une isolation, vous passez à 50%, en gros 57%. Et si vous passez avec une isolation plus un traçage, c'est-à-dire un antigel des tuyauteries, vous passez à 83%. J'ai fait le calcul inverse. On divise par 3 le poste ventilation. Sur des petites surfaces, le poste ventilation, ça peut être 45 à 55%. Donc en gros, voilà, pour simplement une isolation des tuyauteries, des manches en chauffe isolants qui coûtent quelques euros du mètre, on peut gagner pas mal sur un poste eau chaude sanitaire. Alors, les packs monoblocs, ce sont des pompes à chaleur, comme le nom l'indique, monobloc, c'est-à-dire qu'il y a une seule unité, tout est dedans. La partie condensation et évaporation sont dans le même appareil. Alors, attention, il y a des limites. Il faut bien choisir son appareil. Il y a le niveau sonore qui compte, parce que comme tout est dedans, c'est un peu plus bruyant qu'un climatiseur classique. Et puis, tout ne marche pas à des températures très basses. Il faut aller fouiller dans les fournisseurs pour trouver des packs qui marchent jusqu'à moins 15. Mais l'idée, c'est que vous avez, si vous avez le droit de faire un mur, parce que c'est votre immeuble à vous, ou bien que vous avez le droit de par la copro, vous faites un trou d'entrée d'air, un trou de sortie d'air, en gros, diamètre 160, donc 16 cm. Et puis, vous avez une pompe à chaleur, au lieu d'avoir un chauffage électrique direct. Donc là, pareil, sur le papier, on divise par 2,5. Dans la réalité, c'est un petit peu moins, mais vous avez un gros gain avec ce genre d'appareil qui coûte, on va dire, dans les 1 500 € en fourniture. Ok, super Pascal. On va là, très riche, évidemment, avec vous allez pouvoir creuser, vous donner quelques pistes de comprendre comment vous pouvez gagner l'aide. Vous avez zéro fertile pour trouver plein de solutions. Alors, je vous disais à l'instant, on a Jérôme Lapointe, qui est donc un confrère, qui est sur Longeville-les-Messes, et qui va prendre la parole et qui va nous donner un peu son ressenti sur le DPE. Et comment, toi, Jérôme, tu gères le DPE et qu'est-ce que tu peux apporter comme solution à ton niveau par rapport aux clients qui souhaiteraient justement prendre l'ascenseur, monter une ou deux lettres. Toi. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, mon ressenti, j'ai eu la chance d'être agent immobilier avant ma carrière de diagnostiqueur, donc on est aux assises de l'immobilier. Aujourd'hui, le DPE, c'est un document qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les acquéreurs qui vont aller voir un organisme bancaire, les organismes bancaires vont se baser sur le DPE vis-à-vis du financement. C'est également, en cas de mauvais classement, un audit énergétique, donc un surcoût, aujourd'hui devenu un élément indispensable de la transaction immobilière. Mon ressenti, comme on en parlait, comme on en voit beaucoup dans les médias, le DPE est décrié, certes, ça reste quand même un document utilisable et utile. Les gens sont de plus en plus à l'écoute de conseils. C'est là qu'on voit que notre métier est en train de se transformer. On a en moyenne chez nous plus d'une dizaine d'appels par semaine d'acquéreurs qui nous demandent des solutions techniques. J'achète un bien qui est en F, en E, je voudrais que la note passe en D,
en C, quelles sont les solutions que vous pouvez m'apporter. Pour rebondir un petit peu sur l'intervention de Pascal, il y a une chose qui coûte absolument rien. J'ai un cas pratique qui est arrivé la semaine dernière où le client a gagné et passé de G en E pour 0 € de travaux. Cet élément, c'est les justificatifs qu'on vous demande lorsqu'on réalise les DPE. C'est vraiment l'indispensable, ça ne vous coûte rien. Il est vrai que des fois, c'est pas évident de se les procurer, mais vous avez des mairies qui peuvent vous accueillir pour consulter les dépôts de permis de construire. Dedans, vous avez des notices descriptives. Le cas de figure que je vous donne là, je vais être concret. Le client s'est trompé d'année de construction au moment où on est intervenu. Il nous avait dit 1973, le bien était de 75, nouvelle réglementation thermique à cette époque-là, donc naturellement le DPE était un peu plus favorable. Et il nous a également communiqué la composition des murs, qui intégrait en contrecloison de la laine de verre. Donc, comme je vous l'ai dit, ce client de G est passé en E, a économisé un audit énergétique et potentiellement a vu le montant de la vente de son bâtiment amélioré. Donc, s'il y a une chose à retenir en ce qui me concerne, c'est vraiment les justificatifs. Ça ne nous coûte rien, ça nous aide et ça permet aux professionnels et aux particuliers d'avoir un résultat correct, correspondant à la réalité, sans débourser le moindre euro. Super. Écoute, c'est vraiment un retour très intéressant. Ex-agent IMO et Diag. Donc, c'est vrai que je pense qu'on peut tous en prendre de la graine. Je voudrais, dans le public, savoir s'il y a des questions ici, en direct de Metz. Il y a des personnes qui veulent poser une question. Je vois qu'il y a... Pardon? S'ils veulent poser une question, il n'y a pas de problème. Hein. Sur la rénovation énergétique, allez-y. Merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez automatiquement besoin des justificatifs pour analyser la composition des murs ou vous, en tant que diagnostiqueur, vous pouvez faire des tests pour le savoir? Alors, très très bonne question. Ça va dépendre de la nature des murs. Je vais essayer de ne pas rentrer dans le trop technique, mais vous avez des fois des murs qui sont composés d'une cloison, d'une contre-cloison. Nous, quand on intervient, c'est difficile d'aller sonder. Si on est juste sur un mur avec un doublage en BA13, le sondage pour le diagnostiqueur est assez aisé. Donc, nous, on peut mener des investigations. Il faut savoir quand même que le diagnostiqueur immobilier a une obligation de moyens. Il n'a pas une obligation de résultat. Donc, on a tout le matériel pour faire ces différents sondages. Donc, si on est dans ce cas de figure-là, les justificatifs vont nous aider considérablement. Au deuxième point, les outils. On peut avoir du matériel. On avait, nous, investi en 2021 au moment du changement réglementaire avec des éléments qui permettent de calculer le U d'un mur. Le problème, c'est que ce matériel est efficace, mais on doit l'utiliser sur plusieurs périodes de l'année. Le DPE, malheureusement, demande un résultat à l'instant T, puisque des fois, les gens ont un compromis à signer ou un bail à signer. Donc, on ne l'utilise pas. J'espère avoir répondu à votre question. Ouais, super. Et c'était une question que je me posais avec ma voisine à côté. Quelles sont les perspectives au niveau de la réglementation dans le futur? Comment est-ce que la réglementation va évoluer? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Comment la réglementation va évoluer? De toute façon, notre métier, il est régi par des obligations réglementaires. Ça a commencé il y a quelques années avec le protocole de Kyoto. Aujourd'hui, l'Union européenne et tous les pays membres de l'Union européenne se sont engagés à diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Donc là, en France, on a commencé. On incite les gens à faire de la rénovation énergétique, d'où l'audit réglementaire. Notre métier est en bonne voie.
Les propriétaires bailleurs ont également compris que louer un logement qui est moins énergivore peut peut-être également permettre d'augmenter les loyers. En termes de contraintes réglementaires, ça va continuer par rapport à tout ce qui est prévu dans les prochaines années et ça va aller très vite parce qu'on parle de l'audit énergétique au 1er janvier pour les biens classés en E dans le cadre d'une transaction. Donc les contraintes vont arriver très vite. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en rajouter. Non, c'est pas la même mettre un max. Tout est déjà bien inclus et on est au taquet en termes de réglementation. La France, comme le pays de la réglementation, je crois qu'on est en plein dedans. Donc là, on est servi. Moi, je voudrais donner la parole à Sylvana. Sylvana qui est avec nous et on a la chance de voir. Sylvana qui a une vue. J'allais dire sur le panel de personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Et je voulais savoir s'il y avait des questions. Et Sylvana voulait se faire la porte-parole. Merci. Alors, on a plusieurs types, si vous m'entendez bien, d'interventions. Semble-t-il des très grands techniciens sur tout ce qui est diagnostic. Donc, on a une audience qui est de professionnels diagnostiqueurs et une audience aussi de non-professionnels diagnostiqueurs, mais professionnels de l'immobilier. Donc, dans la vie antérieure de ton invité sur le plateau. Alors, du coup, évidemment, on a différents sujets d'intervention. Du côté des professionnels du diagnostic, effectivement, il y a des remarques où sur tout ce qui est investigation, il ne peut pas se fier à l'oralité des clients sur tout ce qui concerne la façon des murs et de l'isolation. Donc, c'est à eux de devoir aller beaucoup plus loin dans ce métier-là. Donc, c'est pas des questions, c'est plus. Il faut des remarques aussi sur qu'ils doivent devoir aussi intervenir physiquement en faisant des trous, des démontages avec l'autorisation du propriétaire pour en savoir plus. Et aussi, évidemment, du côté des professionnels qui, eux, sont dans l'autre profil qui sont des vendeurs, qui sont des vendeurs et qui veulent apporter le maximum d'informations aux clients, donc les agents immobiliers. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour eux de comprendre comment ils peuvent traduire toutes ces informations à destination de leurs clients pour être sûr d'apporter le bon conseil, identifier le bon diagnostiqueur. Super, merci Sylvana. On n'a pas de questions précises à adresser à Pascal. On ne va pas abuser de votre temps à tous. On doit rendre l'antenne dans 5 minutes. Je voudrais en profiter quand même pour remercier infiniment Pascal pour son temps et pour tout ce qu'il nous a partagé. Et je voudrais lui laisser la conclusion. Pascal, si tu peux nous donner un petit peu quelques sauces on va être mangé. Qu'à chaque fois, il y a une couche supplémentaire qui arrive. On a l'impression aussi que au sein du gouvernement, ils ne savent pas toujours s'ils savent vraiment ce qu'ils font. Enfin, c'est la vision qu'on a. On est peut-être vraiment pas au clair, mais on a l'impression d'être trop pédalage parfois. Est-ce que qu'est-ce qu'il en est du développement vraiment en tant que tel, ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'amendements, beaucoup encore de nouvelles positions? Est-ce que toi, tu as des sources que nous, on n'a pas, que tu pourrais nous partager, s'il te plaît? Alors, malheureusement, j'ai pas d'informations positives quant à l'avenir par rapport au DPE, si ce n'est que quand on sera en 2050, il y en aura de moins en moins parce que les bâtiments seront en énergie positive et donc pas de chauffage, pas de DPE. En attendant, malheureusement, je fais le même constat que vous tous, à savoir que ça va pas vers le mieux d'année en année. Le seul point positif que je vois actuellement, c'est qu'ils sont en train ils ont pas mal augmenté le nombre, la durée de formation initiale qui était presque à la base ridicule, avec 3 jours pour faire du DPE d'immeuble, enfin du DPE d'appartement ou de maison. Maintenant, on est passé à une dizaine de jours, donc c'est déjà un peu plus sensé. Par contre, pour le reste, voilà. Pour le reste, on va dire que, à mon sens, moi, j'ai participé aux 2 plans de fiabilisation. Sur mes données perso, je suis monté à faire l'écologie 4 ou 5 fois à chaque plan de fiabilisation. Il y en a eu 2. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu de la démagogie. On consulte la base. La base répond cette année, depuis 2021, on a beaucoup répondu, tout le monde, les organismes de formation, de certification, certaines personnes comme moi, pour améliorer la chose. Et au final, ils en font rien. Récemment, avec mon groupe, on a envoyé
à la demande de la DHUP, 160, plus de 170 pistes d'amélioration, citer des erreurs, des anomalies, des choses comme ça. On nous a dit qu'on allait en retenir 10. C'est juste pas du tout cohérent, c'est presque lamentable, je dirais. Donc, avec les changements de gouvernement, peut-être qu'un jour il y en aura un qui tiendra ça en vraie estime, qui nous fera un vrai outil fiable. Aujourd'hui, le moindre DPE, même si vous le faites parfaitement, c'est en moyenne 30 à 40% de résultats en dessus de la réalité des clients. Donc moi, je comprends que les gens sont pas contents parce que quand un client va consommer 10 000 kWh alors qu'il utilise son bien normalement, ben, vous faites un DPE, en moyenne, vous allez tomber sur 13 000 kWh, 13 500. Donc pour minimiser la casse, ce qu'il faut, il n'y a pas de mystère, c'est prendre des gens compétents et pas aller au prix sur la partie DPE. J'insiste là-dessus, mais en gros, voilà, pour faire un bon DPE, le meilleur DPE qui soit, il faut passer plus de temps que la normale. Et voilà, si on ne passe pas, bah, on aura un DPE avec des valeurs par défaut et qui sera dégradé par rapport à la réalité, sachant que un DPE bien fait est déjà dégradé par rapport à ce que constatera le client lui-même. Super. Est-ce que je laisse le contact de Pascal, contact avec Aix-les-Bains, c'est un petit jeu de mots, vous l'avez compris, il est Aix-les-Bains, dans la belle ville d'Aix-les-bains, la dent du chat, enfin, voilà, un contexte plutôt sympathique. Donc, si vous êtes dans cette zone, n'hésitez pas. Mais il rayonne. Je voulais vraiment terminer ressort, profiter d'être là encore une fois des assises de l'immobilier et d'avoir Jérôme sous le bras. Je voulais lui demander son mot de la fin, comment il voit les choses. C'est vrai que quand si on prend toutes les situations urbaines, à partir du 1er janvier 2021, je suis informé, il va y avoir des obligations des 50 et 200 lots, et à partir du 1er janvier 2026, c'est pour les copropriétés de moins de 50 lots. On voit bien que le curseur monte. On a l'impression qu'aujourd'hui, si on en aura dans quelques années, on dit que c'est la glissade, quoi. Même si on fait est-ce que demain, on va pas trouver justement avec un F, ou même un C. L'effet inverse, je voudrais en fait, parce qu'on a l'impression qu'il nous montre à chaque fois le niveau d'exigence. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses, ou est-ce que tu vas nous rassurer? Vous rassurer, c'est des choses pour lesquelles je suis pas en maîtrise, puisque notre métier à nous, c'est le respect de la réglementation, et là où on est assez limité, c'est que c'est pas nous qui la faisons. Sur la dégradation des notes, à voir comment l'État va réguler la réalisation du DPE. Ça a déjà été un très gros chantier. Pascal l'évoquait, il y a eu déjà beaucoup de remontées auprès de la DHUP pour des modifications. Je ne pense pas que dans les prochaines années, le DPE va être modifié, en tout cas, fondamentalement par rapport à ce que nous utilisons aujourd'hui. Vous rassurer, oui et non. On sait à quelle sauce on va être mangé. Même si des politiques évoquaient le fait de décaler, de réduire, d'oublier carrément le DPE, j'y crois pas un seul instant pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. C'est que ça nous dépasse. C'est vraiment des accords européens. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a de la contrainte. Pascal en a parlé. Plus on a du temps, plus on va prendre le problème à bras-le-corps rapidement, plus les solutions pourraient être mises en place et que vous soyez serein dans les prochaines années. On sait que le DPE est aujourd'hui une véritable contrainte pour vous et source d'amélioration énergétique et probablement amélioration de la valeur de votre bien. Donc, soyez sensibles à ce sujet et travaillez dès que possible pour arriver aux améliorations. Super, merci Jérôme, merci Pascal, merci à vous présents de l'immobilier sous la férule de Cédric Lavaux.